commence souvent ce journal avec des premières médicales, mais celle-là, les chercheurs français l'attendaient depuis longtemps. Pour la première fois, une équipe de l'Université Paris-Sud vient d'obtenir en laboratoire la première lignée de cellules souches embryonnaires humaines, et c'est une petite révolution dans le monde de la biologie. Oui, si les scientifiques misent beaucoup sur ces cellules souches embryonnaires, c'est parce qu'elles sont capables de se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain, cellules du cœur, de la peau, du sang ou encore les neurones. Et elles offrent de grands espoirs pour traiter des organes malades, ce qu'on appelle la thérapie génique, pour tester de nouveaux médicaments, mais c'est aussi le meilleur moyen de mieux comprendre le développement de certaines maladies génétiques, comme par exemple les myopathies ou encore la trisomie. Et ces lignées de cellules souches, il y en a déjà près de 200 dans le monde, notamment aux États-Unis et en Corée. Et si la France est à la traîne, c'est parce que les lois de bioéthique ont interdit, jusqu'à l'an dernier, ce type de recherche. Pour parler de cette première médicale, nous accueillons le docteur Olivier Ferraud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des pères de cette lignée de cellules souches embryonnaires. Oui. D'abord bravo. Merci. Comment on fait? Comment vous avez obtenu ces cellules? Comment on fait concrètement? Je sais que c'est un peu compliqué, mais en essayant de simplifier. Pour aller au plus simple, en fait, ce que nous avons réalisé, c'est une dissection d'un embryon au stade blastocyste, donc c'est très très précoce, hein, c'est à 5 jours après la fécondation, et ce qui correspondrait chez la mère, en fait, avant l'implantation. C'est un embryon qui n'est pas... Avant qu'il se mette dans l'utérus. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, l'expérimentation consiste juste à couper le trophoblaste, retirer la masse interne qui va être à l'origine du fœtus, le mettre en culture sur un stroma de fibroblaste et à espérer... Hein. Alors le trophoblaste, c'est le bébé placenta, c'est ce qui donnera le placenta. Voilà, c'est ce qui sera extra-embryonnaire. D'accord. Et la masse interne, c'est ce qui va être les 3 feuillets de l'embryon en fait. Et on le met en culture. On le met en culture et là, il faut attendre une quinzaine à une vingtaine de jours pour voir éventuellement se différencier une lignée de cellules souches embryonnaires humaines. Et raconter comme ça a l'air simple, hein. Pourquoi c'est si difficile d'obtenir ces lignées? En fait, en ce qui concerne les lignées, on va dire dites normales, hein, qui n'ont pas d'anomalie génétique, on a à peu près une chance sur 2 de réussir à dériver une lignée à partir d'un embryon. Pour les lignées anormales, donc qui ont des mutations ponctuelles, ce qui concerne les maladies monogéniques, on a une chance sur 5 à peu près. Et en ce qui concerne les déséquilibres chromosomiques, ce qui a été notre cas, on n'a pas de données de la littérature, puisque à ma connaissance, c'est la première fois qu'on en dérive une avec des anomalies chromosomiques majeures. Si vous avez pris en l'occurrence un embryon qui était issu d'une interruption de grossesse à cause d'une anomalie chromosomique. C'est pas un embryon issu d'une interruption de grossesse. En fait, c'est un embryon issu d'une fécondation in vitro avec un porteur d'une anomalie chromosomique. Porteur d'une anomalie diagnostiquée par diagnostic préimplantatoire, parce que la famille était connue pour avoir des enfants qui étaient porteurs de cette maladie. Les diagnostics qu'on fait pour vérifier qu'il n'y a pas la maladie avant de réimplanter dans l'utérus pour qu'il y ait une grossesse. Voilà. À quoi ça va vous servir ces cellules souches maintenant? En fait, ça va nous permettre de mieux étudier les mécanismes du développement humain, hein, dans un premier temps, puisque nous n'avons pas de modèle à l'heure actuelle pour le développement humain, et de connaître mieux aussi certaines pathologies telles que les déséquilibres chromosomiques, puisque nous ne disposons pas de modèles pour ces maladies-là à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ça va nous permettre aussi d'avoir des tests de criblage, par exemple pour des molécules, en ce qui concerne les maladies monogéniques, puisque nous n'avons pas de modèle humain, on va dire, vraiment disponible à l'heure actuelle. Et c'est ce qui se rapproche le plus quand même des modèles pathologiques qu'on souhaiterait avoir. On l'a dit, on a commencé après les autres en France. On est pénalisé, on va être pénalisé ou pas? Je dirais oui et non, ça c'est pas encore une certitude parce que si on regarde les études, beaucoup de choses ont été faites à l'étranger, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, donc après c'est une question d'imagination. Hein. Vous n'en manquez pas? Pour l'instant, non, ça va essayer, on n'en manque pas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En bref, maintenant, l'ancien médecin du travail de l'usine polluée à l'amiante a été mis en examen hier à Paris. Ce médecin qui avait exercé pendant 25 ans à l'usine Ferrodo-Valéo de Condé-sur-Noireau dans le Calvados a donc été mis en examen, je cite, pour non-assistance à personne en danger et homicide et blessures involontaires. C'est la première fois qu'un médecin du travail est ainsi mis en examen pour ne pas avoir informé